Un restaurateur raciste refuse de servir des clients, mais son établissement est boycotté, puis finit par fermer. Le restaurant La Couronne de Fer régnait en maître sur la rue principale d'une petite ville commerçante. Chaque soir, les tables étaient remplies de familles, d'amis et de voyageurs, attirés par la promesse d'un repas généreux. L'odeur des sauces mijotées se mêlait aux éclats de rire, et la réputation du lieu semblait inébranlable. Mais derrière le sourire figé du propriétaire, Armand Delval, se cachait une rigidité inquiétante. Armand, un homme trapu à la moustache taillée au cordeau, avait agité l'affaire de son père. Mais au fil des ans, son obsession pour l'ordre et ses jugements méprisants avaient terni l'ambiance. Les employés baissaient les yeux, obéissant à ses humeurs. Les clients fréquents remarquaient parfois ses soupirs désapprobateurs. Mais personne n'osait vraiment réagir. Tout changea un soir d'automne. Alors qu'un couple entra dans la salle, main dans la main, Armand s'approcha, le visage crispé. Un silence inattendu s'installa dans le restaurant. Ses paroles tombèrent, sèches, blessante, comme un couperet. Il refusa de les servir. Les clients stupéfaits se figèrent. Ce geste, qu'ils croyaient banal, allait déclencher une réaction qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Le refus d'Armand résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Le couple, surpris, resta immobile devant l'entrée, incapable de croire à ce qu'ils venaient d'entendre. Autour d'eux, les clients cessèrent de parler, les fourchettes suspendues à mi-chemin vers les assiettes. Jamais une telle scène ne s'était produite ici. Une mère serra la main de son fils, tandis qu'un vieil habitué fronçait les sourcils. Armand, convaincu de sa légitimité, croisa les bras et répéta son refus avec froideur. Ses yeux lançaient un défi silencieux à quiconque oserait le contredire. Mais déjà, les murmures s'élevaient. Certains clients posèrent leurs serviettes et se levèrent, indignés. D'autres restèrent figés, ne sachant comment réagir. Le couple humilié quitta la salle, le visage marqué par la honte et la colère. Ce soir-là, le climat chaleureux du restaurant s'était brisé. L'air sentait encore les épices et le vin chaud, mais le goût amer de l'injustice dominait. Des regards se croisèrent, des promesses silencieuses furent échangées. Dans les heures qui suivirent, la rumeur de cet affront allait commencer son voyage, porté par des langues outrées et des esprits révoltés. Le lendemain matin, la ville bruissait déjà des échos de l'incident. Dans les cafés, les marchés et les couloirs de bureaux, l'histoire circulait, alimentée par les récits des témoins. Chacun ajoutait des détails, parfois exagérés. Mais tous s'accordaient sur un point, le comportement d'Armand était intolérable. Les réseaux sociaux amplifièrent l'indignation. Des clients prirent la plume virtuelle pour raconter leur expérience, décrivant la scène avec précision. Les réactions affluaient. Colère, tristesse, incompréhension. Certains lançaient des appels au boycott. D'autres promettaient de ne plus jamais franchir la porte de la Couronne de Fer. Armand, assis dans son bureau à l'arrière du restaurant, parcourait les commentaires avec un mépris affiché. Ce ne sont que des paroles, pensait-il. Mais ses employés, eux, lisaient avec inquiétude. Les jeunes serveurs craignaient de perdre leur emploi, tandis que le chef cuisinier, attaché à son art, se demandait combien de temps il pourrait encore supporter l'ombre de ce patron intransigeant. La ville, autrefois unie par l'amour des bons repas partagés, commençait à se diviser. D'un côté, ceux qui minimisaient l'incident, de l'autre, une vague croissante de citoyens bien décidés à ne plus fermer les yeux. La première semaine après l'incident fut trompeusement calme. Armand croyait que la tempête passerait. Les portes s'ouvraient encore, mais les tables se vidaient peu à peu. Les habitués, ceux qui jadis riaient fort et commandaient généreusement, se faisaient rares. Les soirées bruyantes cédaient la place à un silence gênant, brisé seulement par le cliquetis découvert. Les employés observaient ce changement avec appréhension. Les commandes diminuaient. Les pourboires s'évaporaient. Chacun sentait que quelque chose de grave était en train de se produire. Mais Armand persistait à hausser les épaules, persuadé que les gens reviendraient par nécessité. Un soir, un groupe de jeunes militants passa devant le restaurant avec des pancartes. Ils ne criaient pas, ne perturbaient rien. Ils s'arrêtaient simplement pour observer la façade et rappeler, par leur présence silencieuse, que l'injustice avait un prix. Des passants les rejoignirent, certains prenant des photos, d'autres partageant leur soutien. Ce boycott silencieux, bien plus puissant qu'une manifestation bruyante, rongeait peu à peu la réputation de l'établissement. Chaque chaise vide devenait un signe d'accusation. Armand, cependant, refusait de l'admettre. Son orgueil lui interdisait de voir la vérité. Alors que les clients disparaissaient, les tensions explosaient en cuisine. Le chef, un homme passionné au tempérament calme, confronta Armand pour la première fois. « Tu as ruiné des années de travail », lança-t-il, les poings serrés. Armand éclata de rire, affirmant que ce n'était qu'une grise passagère. Mais les serveurs, eux, n'avaient plus rien à perdre. Certains remettaient leur tablier et partaient sans un mot. D'autres restaient par nécessité, mais leur motivation s'effritait. Les sourires forcés disparaissaient, remplacés par des regards vides et lassés. Un soir, après le service, les employés se réunirent dans la petite salle du personnel. Ils parlèrent bas, mais leurs paroles portaient loin. Un plan fut évoqué.
écrire une lettre ouverte dénonçait publiquement le comportement de leur patron. Pour eux, il ne s'agissait plus seulement d'un emploi, mais d'une question de dignité. La solidarité commençait à les unir, et chacun sentait que l'avenir du restaurant basculait. Mais Armand, enfermé dans son arrogance, refusait d'entendre le grondement qui montait. Il se croyait encore maître de son royaume, ignorant que ses soldats étaient prêts à l'abandonner. L'affaire attira rapidement l'attention des médias locaux. Un journaliste, flairant le scandale, se présenta devant les portes du restaurant. Avec un carnet et un micro, il interrogea les passants, recueillant des témoignages accablants. Les phrases étaient courtes, mais lourdes de sens. Ce n'est pas digne, on n'y mettra plus jamais les pieds, il a dépassé les limites. Lorsque l'article parut dans le journal régional, la situation prit une autre dimension. L'histoire n'était plus une simple rumeur de quartier, elle devenait un fait reconnu, partagé au-delà des frontières de la ville. Les radios en parlèrent, les chaînes locales diffusèrent des reportages. Armand fulminait. Il voyait dans ces journalistes des parasites, cherchant à profiter de sa mésaventure. Mais en réalité, c'était lui qui avait fourni la matière de ce drame. Les caméras filmaient la façade sombre de la couronne de fer, capturant les pancartes du boycott et les tables désertes. Ce jour-là, Armand comprit qu'il ne pouvait plus contrôler le récit. Son nom était désormais associé à l'injustice, gravé dans la mémoire collective. Malgré l'évidence, Armand refusa de s'excuser. Ses proches le suppliaient de faire un geste, d'adresser des paroles de regret au couple humilié, mais il restait campé sur ses positions. M'excuser ? Jamais, répétait-il, convaincu que céder serait une faiblesse. Cette obstination l'enfermait un peu plus chaque jour. Le restaurant tournait au ralenti, mais il refusait d'admettre la faillite imminente. Il licencia même 2 serveurs, accusant leur manque de loyauté. Pourtant, chacun savait que c'était son entêtement qui précipitait la chute. Les rares clients qui franchissaient encore la porte se retrouvaient dans une atmosphère glaciale. Le charme d'autrefois avait disparu, remplacé par une tension palpable. Les plats, autrefois célèbres, perdaient leur éclat, préparés à la hâte par une équipe réduite et démoralisée. Armand, seul dans son bureau, fixait les registres financiers qui viraient au rouge. Mais au lieu d'affronter la vérité, il nourrissait sa rancune. Il accusait les autres de sa perte sans jamais se remettre en question. Son orgueil devenait sa prison, et il ne voyait pas que les murs se resserraient autour de lui. Face à son silence obstiné, la communauté décida d'agir. Un groupe de citoyens lança une pétition en ligne réclamant la fermeture de la couronne de fer. En quelques jours, des centaines de signatures affluèrent, venues non seulement de la ville, mais aussi des alentours. Des associations locales prirent position, dénonçant publiquement le comportement discriminatoire d'Armand. Les leaders communautaires organisèrent des réunions, rappelant que la dignité et le respect étaient des valeurs non négociables. Dans les rues, les conversations tournaient autour de cette affaire, et chacun semblait vouloir apporter sa pierre à la cause. Une grande marche fut organisée un samedi après-midi. Des familles entières y participèrent, brandissant des pancartes colorées et chantant des slogans de solidarité. La procession passa devant le restaurant, où Armand observait depuis la fenêtre, le visage fermé. Ce spectacle l'emplissait de rage, mais aussi d'un malaise qu'il refusait de reconnaître. Le message était clair. Ce n'était plus seulement une histoire de clients et de restaurateurs, mais un combat symbolique. La ville avait choisi son camp, et Armand se retrouvait seul, acculé contre ses propres erreurs. Dans le silence croissant du restaurant vide, Armand se surprit à repenser à son père. Celui-ci lui avait transmis non seulement les clés de l'établissement, mais aussi l'idée que le respect du client était sacré. Les murs, décorés de vieilles photos en noir et blanc, semblaient lui rappeler cette époque révolue où la couronne de fer était un symbole de convivialité. Assis dans la salle déserte, il imaginait les rires qui résonnaient autrefois, les tables pleines et les soirées animées. Mais ses souvenirs, au lieu de lui réconforter, l'écrasaient sous le poids de la comparaison. Ce qu'il avait détruit en une seule soirée représentait des années de travail et de sacrifice. Pourtant, malgré ce pincement de nostalgie, son cœur restait dur. Il attribuait sa situation non pas à ses propres actes, mais à une société qu'il jugeait trop sensible. Cette incapacité à reconnaître sa faute l'éloignait encore davantage du pardon possible. Les fantômes du passé hantaient la salle vide. Mais Armand, aveuglé par son arrogance, refusait d'y voir une leçon. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les revenus s'étaient effondrés de moitié, puis des 3/4. Les dettes s'accumulaient. Les fournisseurs exigeaient leur dû. Armand, autrefois fier de payer rubis sur l'ongle, multipliait désormais les retards. Certains partenaires rompirent leur contrat, refusant d'être associés à son nom terni. Le restaurant, jadis une machine bien huilée, se transforma en gouffre financier. Chaque jour d'ouverture coûtait plus cher qu'il ne rapportait. Le facture s'entassait sur le bureau. Les lettres de mise en demeure commençaient à s'accumuler. Armand tenta quelques stratagèmes désespérés, réduire les portions, remplacer les ingrédients de qualité par des produits bon marché. Mais les rares clients qui s'aventuraient encore à franchir la porte s'en rendaient compte aussitôt. La réputation, déjà brisée, s'effondrait davantage. La couronne de fer, autrefois fierté de la ville, n'était plus qu'une coquille vide, un monument de déchéance. Pourtant, Armand refusait encore d'abandonner. Chaque soir, il rallumait les lumières comme pour conjurer le sort. Mais l'évidence était implacable. Le naufrage était irréversible. Il restait pourtant quelques fidèles,
Des clients qui, par habitude ou par compassion, continuaient de venir, mais même eux commencèrent à disparaître. Certains ne supportaient plus l'ambiance pesante, d'autres cédaient à la pression sociale du boycott. Les regards désapprobateurs des voisins suffisaient à les dissuader de franchir la porte. Les employés encore présents, usés par la peur et la honte, décidèrent de partir un à un. Le chef, le cœur lourd, remit sa toque et quitta le lieu, murmurant en partant « Ce n'est plus ma maison ». La cuisine, jadis un lieu vibrant, se vida de ses éclats de voix et de ses parfums. Armand, désormais seul derrière son comptoir, servait lui-même les plats à ceux qui osèrent encore entrer. Ses mains tremblaient parfois, mais son regard restait dur, comme s'il refusait d'admettre l'ampleur du désastre. Les derniers soutiens s'éteignirent peu à peu, et avec eux, la dernière lueur d'espoir. Le roi déchu de la gastronomie locale n'avait plus d'armée, plus de sujets, seulement des murs qui résonnaient du silence de son orgueil. Au milieu des piles de factures et de registres écarlates, une enveloppe blanche atterrit sur le bureau d'Armand comme une pierre dans un lac immobile. L'entête du cabinet d'avocats ne laissait pas de place au doute. Une plainte officielle pour discrimination avait été déposée. Les mots préjudice moral, dommages et intérêts et responsabilité civile brûlaient la rétine. Armand sentit son ventre se tordre. Il convoqua un avocat de fortune, plus habitué aux litiges de voisinage qu'aux affaires sensibles. La consultation fut brève. Vous devez reconnaître vos torts, présenter des excuses publiques et envisager une médiation. Sinon, vous risquez gros. Mais l'orgueil d'Armand t'a encore la barre. Il refusa toute concession, persuadé que céder ouvrirait la boîte de Pandore. Sa décision enflamma davantage la communauté. Des associations de défense des droits annoncèrent leur intention de se porter partie civile. Sur les réseaux, un hashtag se propagea, rassemblant témoignages et appels à des actions légales. Dans la cuisine, l'odeur du bouillon n'avait plus rien de réconfortant. Elle flottait comme un fantôme dans des casseroles à moitié vides. La peur s'infiltra partout. Peur des huissiers, des journalistes, des regards. Armand croyait encore se battre pour son honneur. Il se battait contre l'évidence. Un soir de pluie, Armand trouva glissée sous la porte une lettre sans signature. L'écriture était ferme, posée, presque élégante. La missive revenait sur l'incident. La honte ressentie à l'entrée, les yeux de tous posés sur eux, la sensation d'être ramené à une différence que l'on n'a pas choisie. Chaque phrase portait le poids d'une dignité blessée. À la fin, un simple vœu. Nous ne cherchons pas votre ruine. Nous voulons que personne n'ait à vivre cela ici. Armand relut plusieurs fois. Quelque chose vibrait derrière ces mots. Pas la vengeance, mais une demande de reconnaissance. Il plia la lettre, la rangea dans un tiroir, puis la ressortit, incapable de s'en détacher. Elle l'accompagnait comme un miroir qu'il refusait de regarder en face. Le lendemain, l'un des anciens clients, un professeur à la retraite, vint déposer une gerbe de fleurs sur le trottoir, pour ceux qu'on a blessés. Des passants s'arrêtèrent, prirent des photos. L'image devint un emblème, la douceur opposée à la dureté. Armand, depuis l'ombre de sa salle, observa l'attroupement silencieux. Il ne savait plus s'il était en colère contre le monde ou contre l'homme qu'il voyait dans la vitre, reflet d'une certitude fanée. Sous l'impulsion de la MEI, une assemblée citoyenne fut organisée dans la salle polyvalente. On y invita commerçants, habitants, associations et même Armand. La salle était pleine, les chaises alignées comme pour un procès public. On parla de respect, d'accueil, de la responsabilité des lieux qui rassemblent. Les témoignages se succédèrent, sans cris ni insultes, mais avec une fermeté inflexible. Armand prit la parole. Sa voix trembla d'abord, puis se fit plus dure. Il parla d'héritage familial, de règles nécessaires, d'identité du lieu. On l'écouta sans l'interrompre. Une femme, assise au premier rang, se leva. C'était la sœur de l'un des deux humiliés. Ce que vous appelez identité ressemble à une porte qui claque au nez de mon frère. Un murmure parcourut la salle. Le modérateur proposa un geste concret, une excuse publique, une formation à la non-discrimination pour tout le personnel, un partenariat avec des associations locales. La proposition déclencha un débat houleux, mais constructif. Armand, les mains moites, hésita. Le filet d'or de la rédemption était là, à portée de voix. Il sentit la salle retenir son souffle. Alors, par orgueil, il répondit « Je réfléchirai ». Le souffle se relâcha en une déception lourde. Le moment venait de lui échapper. Quelques jours plus tard, une banderole apparut, nouvelle carte, nouveaux horizons. Armand tenta une relance. Plat du monde, menu inclusif, slogan lisse et photos retouchées. Il engagea un graphiste, repeignit la façade d'une teinte claire, remplaça le logo. On aurait dit une mue, mais une mue n'est pas une guérison. La première soirée de réouverture se déroula devant des tables clairsemées. Une poignée de curieux entra, jetant des regards prudents. Armand, en veste blanche immaculée, distribua des sourires mécaniques. Il avait consenti à changer l'emballage, pas l'âme. Les conversations restaient basses, les couverts frôla la porcelaine avec une timidité inhabituelle. Sur les réseaux, on parlait d'opérations cosmétiques. Une vidéo devint virale,
On y voyait Armand poser fièrement devant la nouvelle enseigne, puis quelqu'un superposer des extraits de ses refus passés. Le contraste était cruel. Sans parole de réparation, le relooking ressemblait à une manœuvre de survie. Le lendemain, 2 réservations furent annulées. Le surlendemain, les chaises redevinrent des silhouettes vides. La renaissance avorta, faute d'avoir soigné la blessure. Les murs, malgré la peinture fraîche, portaient toujours l'écho des mots qui blessent. La pression fit son œuvre. La banque recomptait ses garanties, le propriétaire des murs menaçait de rompre le bail, les fournisseurs exigeaient le paiement comptant. Armand passait ses matinées au téléphone, à promettre l'impossible, à négocier des délais avec une voix trop sèche pour convaincre. L'eau s'infiltrait par le plafond d'une réserve, goutte après goutte, comme la patience des créanciers. Un jour, la chaudière tomba en panne. Le devis pour la remplacer équivalait à 1 mois de revenus d'autrefois, désormais chimériques. Armand tenta de colmater. Un bricoleur, une pièce d'occasion, un coup de chance, rien n'y fit. Les services d'hygiène, alertés par des plaintes, firent une inspection. On parlait de procédures à mettre à jour, de normes non respectées, le rapport, sec et précis, devant un obstacle de plus. Dans le cahier du personnel, resté sur le comptoir, un serveur parti depuis longtemps avait laissé une phrase. Les murs finissent par dire la vérité qu'on refuse. Armand tourna la page d'un geste agacé, mais la phrase lui resta dans la tête. Il ne reconnaissait plus son établissement. Était-ce le restaurant qui se fissurait, ou son idée de lui-même? Les deux, sans doute. On parla d'une vente aux enchères du matériel. Les annonces circulèrent. Four professionnel peu servi, friteuse double cuve, batterie de cuisine complète, les curieux vins, certains par opportunisme, d'autres par nostalgie. La salle résonna de pas étrangers. Armand, droit mais pâle, signait des reçus. Les objets partaient un à un, comme des souvenirs qu'on déracine. Le soir, il garda une table, une seule, dressée impeccablement. Nappe blanche, verre aligné, couvert en argent poli. Il cuisina pour cette table un plat signature, celui de son père, avec des gestes lents, presque pieux. Puis il s'assit seul, et goûta. La recette avait le goût des choses qu'on comprend trop tard. Avant de fermer, il prit la lettre sans signature. Relut encore le vœu de ne pas nuire, mais de protéger. Les mots lui semblèrent plus grands. Il éteignit les lumières méthodiquement. Sur la porte, il colla une feuille. Fermeture définitive. Le papier ondula légèrement sous la brise du couloir, comme une voile qui renonce. Les clés tintèrent dans sa main, lourdes comme un verdict. Lorsque la fermeture fut actée, la ville ne triompha pas. Elle respira. D'autres restaurateurs proposèrent, le week-end suivant, un banquet de la diversité. Chaque établissement offrit un plat inspiré par une histoire partagée. Un voisin arrivé d'ailleurs, une recette transmise, un souvenir d'enfance. Les rues se remplirent de rires et d'odeurs mêlées. Des musiciens jouèrent sur le parvis de la mairie. On portait des toques en papier. On peignait des banderoles d'enfants. Ici, on s'assoit tous à table. Des bénévoles organisèrent des ateliers de sensibilisation pour les commerces. On y parlait de biens visibles, d'accueil, de gestes simples qui font un monde différent. Les associations remarquèrent un changement subtil. Moins de plaintes, plus d'initiatives. La blessure n'était pas effacée, mais la peau repoussait autour d'une cicatrice plus solide. Sur le local vide de la couronne de fer, on colla un grand panneau. À louer. Certains rêvèrent qu'un jour, ici, ouvrirait une cantine solidaire. Le soir, des bougies furent déposées devant la façade, non pour pleurer une ruine, mais pour célébrer la possibilité d'un nous plus vaste. La ville avait appris. Elle ne voulait plus oublier. Armand écrivit enfin une lettre sobre, sans rhétorique, sans justification. J'ai refusé le service à 2 personnes. C'était discriminatoire. Je les ai blessés. Je m'excuse. Il la relut 10 fois, puis l'envoya à la mairie, aux associations, au journal et surtout à l'adresse qu'il avait fini par obtenir pour les victimes. Les mains tremblantes, il déposa la lettre dans la boîte. Une semaine plus tard, une réponse arriva. Elle tenait en quelques lignes. « Nous acceptons vos excuses, non parce que la douleur s'efface, mais parce que nous voulons que d'autres portes s'ouvrent. Faites en sorte que votre prochaine soit différente. » Armand s'assit longtemps, la feuille posée à plat devant lui. Cette fois, il ne la rangea pas dans un tiroir. Il l'afficha sur le mur de sa cuisine vide, comme un serment muet. Il proposa de financer des ateliers dans la ville avec la vente du matériel restant. Ce n'était pas une réparation totale, mais un début. Il évitait les caméras. Quand on le croisait, on voyait un homme amaigri, le pas moins dur, mais moins hautain. La chute l'avait émondé. Restait à savoir ce qui repousserait. Des mois plus tard, dans un local discret, une odeur de pain chaud se mêla à celle d'un ragoût simple. Armand, tablier noué, servait des parts devant un comptoir de bois clair. Pas de nappe lourde, pas d'argenterie, mais une ardoise. Cuisine ouverte à tous, prix libre, café offert. Sur le mur, une affiche annonçait des rencontres mensuelles. Paroles autour de la table. Écoute et partage. À la première, l'homme resta silencieux longtemps, puis dit « J'ai cru que tenir une porte, c'était choisir qui entre. J'ai appris que c'est choisir comment on accueille. » La salle demeura silencieuse, attentive. Une femme leva la main. « La réparation, c'est un chemin, pas une carte. Continuez. » On but du café, on rit un peu, on parla des petites choses du quartier. La ville ne l'avait pas absous d'un coup de baguette. Elle lui avait tendu des marches. Il montait prudemment,
sans publicité. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si vous croyez que les récits peuvent changer le réel autant que les lois, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous raconte des chutes, des revanches, des tournants où un simple mot ou un plat partagé peut tout renverser. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre.